Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans les vraies voix du rugby, votre émission rugby tous les lundis de 20h à 21h. Et pour m'accompagner en ce lundi, les titulaires évidemment, Philippe Spanghero, bonsoir. Salut Cyprien, bonsoir à tous. En forme ? Parfait, bien sûr, on a tellement de choses à dire. Oui, plein de choses à dire. Après ce large victoire français, on a vécu un beau dimanche romain, Philippe, en effet. Ouais, un très beau dimanche romain qui nous rassure avant d'aller affronter ces Irlandais, ce choc qu'on attend dans ce tournoi, et puis plein de choses à dire aussi sur ce top 14, sur les dynamiques qui sont en train de s'inverser, notamment en bas du classement. Donc on a une heure dense qui nous attend. Une heure dense et c'est parfait. Yohan Huget va nous rejoindre dans un instant. On va évidemment, donc tu l'as dit, revenir sur le tournoi à destination, ce large succès tricolore en terre italienne, se projeter sur le prochain match le 8 mars prochain contre l'ogre irlandais. Et nous finirons l'émission avec le top 14 et la 17e journée. Vous pouvez également nous téléphoner pour intervenir au 0800 26 300 300. Allez messieurs, on ne perd pas plus de temps. Les vraies voix du rugby, c'est maintenant. Sud Radio, les vraies voix du rugby. Et dans les vraies voix du rugby, il y a évidemment quelqu'un qui est également titulaire comme toi, Philippe, c'est Quentin Cabanis. Salut Quentin. Bonsoir à tous. Bon Quentin, tu vas nous donner les 3 infos à retenir du jour, mais également du week-end. Exactement, on a eu le droit à un dimanche record pour le 15 de France ce week-end, un succès 73-24 à Rome. Pour le 15 de France, c'est la plus grande victoire dans le tournoi des 6 nations. 11 essais inscrits pour les Français. Dans le reste de l'actualité, la liste des joueurs protégés est tombée ce soir. Aldeguerri, Aldrit, Antonio, Baye, Boudéan, Gros, Flamand, Cross, Guillard, Gégou, Marchand, Movaca, Barassi, Bielbiaré, Dupont, Moefana, Ntamak est toujours là, tout comme Damien Penaud qui est dans cette liste des joueurs protégés. Thomas Ramos complète la liste des 19. Emmanuel Meafou, lui, ne s'entraîne pas avec le Stade Toulousain et sa participation est compromise pour Irlande-France après une infection pulmonaire qui l'a mené à une hospitalisation. Meafou n'a pas repris l'entraînement avec le Stade Toulousain cette semaine. Il est déjà forfait pour le match contre Vannes avec le Stade Toulousain ce week-end et il n'est pour le moment pas prévu d'être de retour avant 10 jours. Donc sa présence pour cette Irlande-France est plus que compromis. Et puis enfin ça bouge au Stade français. Après la nouvelle défaite face à Toulon 24-6 samedi, le Stade français est désormais dernier du classement de top 14. Laurent Labitte a proposé sa démission mais celle-ci a été refusée. Il prend quand même du recul par rapport au terrain mais conserve son poste de directeur sportif. C'est Paul Gustard qui prend la main notamment sur la composition des équipes. Cyprien. Merci Quentin. Philippe, pas mal de trucs à retenir, donc on va évidemment revenir sur le large succès français, mais dans la liste des 19 joueurs protégés pour la 18e journée de top 14, il y a des choses à dire, il y a des petites surprises quand même. Ouais, il y a des surprises et il y a des points d'interrogation vraiment sur la composition de l'équipe à venir contre l'Irlande, la protection de Damien Penaud, notamment la non-protection de Atis Ogbe. Donc ça pose une vraie question sur le choix, notamment à ce poste, puisqu'on a largement parlé de la mise à l'écart de Damien Penaud, la protection de Romain Ntamak qui pose des questions sur le poste de numéro 10. Il y a aussi la protection de Barassi qui peut interpeller parce que on l'a trouvé un peu en difficulté. Enfin, personnellement, je l'ai trouvé un peu en difficulté. Et je pense que ça fait partie des seuls joueurs qui a pas marqué beaucoup de points en Italie et qui pouvaient être en danger sur la composition d'équipe contre l'Irlande. Donc voilà, pas mal d'interrogations. Bon, on accueille Yohan Huget. Yohan, bonsoir, ça va, tu vas bien ? Très bien, messieurs, et vous ? Ouais, super. On en parlait avec Philippe, là, la liste des 19 joueurs protégés est tombée. Tu l'as dit, Philippe, Barassi protégé, mais peut-être parce que Gaël Fickou, lui, a besoin de rythme et que ça peut être l'occasion pour lui de reprendre du rythme avant peut-être d'être sur la feuille de match contre l'Irlande, Yohan. C'est une possibilité à voir aussi. Non, mais bien sûr, il s'est permis d'essayer des joueurs contre l'Italie, bien sûr, avec un 7 contre 1 avec, sur le banc des remplaçants. Maintenant, il va faire retour des cadres. La composition, c'est Romain Ntamak en 10, Ramos à l'arrière, Damien Penaud sur une aile, parce qu'il faut de l'expérience pour aller défier les Irlandais. Il faut de l'expérience et à ces joueurs-là, mettre des garanties, et notamment le retour de Gaël Fickou au centre. Et du coup, Gaël Fickou, lui, jouera avec le Racing potentiellement le week-end prochain lors de la 18e journée, parce qu'il a besoin de rythme. On rappelle qu'il revient d'une blessure. Il a joué, il était remplaçant lors du succès du Racing à La Rochelle ce week-end. Mais il faut enchaîner pour aller défier les Irlandais. On peut pas revenir comme ça de blessure. C'est trop compliqué de revenir après de longues semaines sans jouer. Philippe, il a besoin évidemment d'enchaîner, de retrouver des sensations avant d'aller défier ce qui se fait de mieux, en plus au niveau du centre. Oui, bien sûr. Donc, mais je suis d'accord avec Yohan, mais à ce compte-là, pourquoi protéger aussi Barassi en cas d'une blessure de
Gaël Fickou, dans la politique aussi d'équilibre avec les clubs. Si tu comptes pas forcément sur les joueurs, pourquoi les protéger? Parce qu'il te faut des remplaçants, Philippe. Ouais, mais mais on revient quand même au sujet principal sur les remplaçants, c'est-à-dire, ce 7-1, moi, il m'a laissé extrêmement perplexe parce que en plus le scénario du match a fait que on n'a vraiment pas vu l'intérêt de ce 7-1. Le match était plié assez tôt, donc cette deuxième lame qu'on attendait avec ce combat devant, etc. Il a été plié très tôt dans le match. Donc honnêtement, ce match nous donne aucun enseignement sur l'intérêt du 7-1. Comme les Gallois. Mais du coup, tu ressors de là sans forcément avoir de certitude. Mais du coup, messieurs, Barassi, c'est peut-être parce que Gaël Fickou n'a aucune certitude de son état de forme, et donc du coup, il veut quand même protéger un joueur qui a joué les 3 premiers matchs et qui a beaucoup joué. Alors peut-être qu'il s'est un peu... On a des certitudes sur la forme de Gaël Fickou. Il a fait un très bon match à La Rochelle. Son équipe a gagné. Il a fait une très bonne entrée, en effet, mais le rythme est compliqué. Par contre, on est d'accord que c'est compliqué quand même pour des joueurs comme Atisogbe et Barré qui ont fait une performance plus qu'aboutie hier. De voir qu'ils ne sont pas protégés, c'est un signal quand même envoyé plus d'une semaine avant cette rencontre en disant bon, c'était bien l'Italie, par contre l'Irlande, accrochez-vous encore, quoi. Non, ils savent très bien où est leur place et ils n'ont pas besoin qu'on leur dise. Il me semble que Tsombe, il avait exactement dit je sais très bien que dans la place de la hiérarchie, je suis derrière Damien. Et c'est comme ça que ça se passe. Et devant aussi, il y a quelques enseignements. On voit qu'il y a le deuxième ligne lyonnais, Guillard, qui est également protégé. Ça veut dire, et Quentin l'a dit également, que le retour de Meafou est de plus en plus compliqué et n'interviendra pas théoriquement. Guillard, c'est bien de le protéger vu le potentiel, vu la performance qu'il fait et vu ce qu'il attend aussi contre les Irlandais, Philippe. Bien sûr, et puis il y aurait eu le retour de Meafou, il aurait fallu le protéger quand même parce que il a montré que même en rentrant en cours de match, il a apporté une grosse plus-value sur les 2 premiers matchs. Là, il a eu sa chance en tant que titulaire et il a apporté largement ce qu'on attendait de lui. Ça fait partie vraiment des très bonnes surprises de ce match en Italie. Dans la densité physique, on a besoin de ce profil de joueur. C'est vrai que de toute façon, quoi qu'il arrive, il sera dans le groupe et on a besoin de lui en tant que titulaire a priori, vu que Meafou sera pas revenu et vu la prestation qu'il a réalisée en Italie. Mais dans le cas où Meafou serait revenu, je pense qu'il aurait été intelligent de le protéger quand même parce que ça fait partie de ces impact players dont on a besoin quand même en cours de match. Et juste Yann, avant d'accueillir Pascal Papé qui va être notre invité dans quelques instants, le fait qu'il n'y ait que Antoine Dupont à la charnière comme joueur protégé, c'est signe qu'entre Maxime Lecu et Le Garec, la place de numéro 2 n'est pas encore actée pour l'un ou pour l'autre. On est d'accord? On peut l'interpréter comme ça en tout cas, Johan? Oui, on peut l'interpréter comme ça, mais je pense que tous les deux ont besoin de temps de jeu vu qu'ils n'en ont pas forcément en équipe de France et que le tournoi est très très lent. Donc à partir du moment où tu n'as pas trop de temps de jeu et tu n'as pas trop de rythme, ils sont obligés d'aller jouer et en fonction de la stratégie mise en place pour aller affronter l'Irlande, ils verront exactement qui ils prendront. Mais je pense que Maxime Lecu a quand même un petit pied d'avance, un petit pied d'avance avec l'expérience qu'il peut avoir, notamment avec la Coupe du Monde. Ouais, parce qu'on est d'accord que c'est quand même 2 styles complètement différents. Les deux joueurs, il y en a un qui va être vraiment gestionnaire, qui peut gérer une fin de match de façon très habile comme Maxime Lecu. L'autre est un peu plus faux follet et a des pattes. Les deux sont excellents buteurs. Ça laisse quand même un vrai choix à Fabien Galtier de voir quelle composition on veut faire, quel style de jeu on veut mettre en place pour aller affronter les Irlandais aussi, ce choix de numéro 2, Philippe. Oui, c'est clair. Oh, pardon. Non, vas-y. Vas-y, Yoann, pardon. Non, vas-y, je vous laisse. Allez. Non, mais bien sûr. Ça passe aux experts. Non, mais après, c'est vrai que ces débats qu'on a tous les week-ends sur les choix, etc., ils sont intéressants parce qu'ils prouvent quelque part la profondeur. Et c'est vrai que cette profondeur de banc qui nous a beaucoup manqué en équipe de France, aujourd'hui, on l'a trouvée à des postes clés. Et là, c'est vrai qu'au poste de demi de mêlée, bon, alors les Toulonnais sont très malheureux que Serein soit pas dans la course à cette concurrence au poste de numéro 2 derrière Antoine Dupont. On pourrait parler de lui aussi, en l'occurrence là c'est pas le cas, mais voilà, on a une profondeur à ce poste aussi qui est super intéressante, tu le disais, avec des profils très différents, mais c'est vrai que dans le profil de match qu'on pense pouvoir attendre de ce qui va se passer en Irlande, je suis d'accord avec Johan, je pense que Maxime Lecu a une petite longueur d'avance.
Mais du coup, toi, finir avec un mec comme Lucas, c'est plus rassurant qu'un feu follet, on va dire, comme Le Garec, Johan? Oui, bien sûr, il a de l'expérience. On voit ce qu'il fait à Bordeaux et ce n'est pas négligeable. Aujourd'hui, il accepte ce rôle-là. C'est pas évident, mais il accepte ce rôle-là d'être derrière Antoine et par rapport à ça, déjà, accepter, c'est pas évident. Donc, moi, je le conserverai dans ce rôle. Et puis on n'oublie pas que lors du tournoi 2024, il avait commencé le tournoi, il avait été sorti ensuite en faveur de Le Garec, Antoine Dupont étant en préparation pour les JO. Ça avait été dur pour lui aussi de revenir. On l'avait beaucoup critiqué et pourtant il s'accroche. Il est là, il fait des bonnes performances avec son club l'UBB et c'est mérité de l'avoir vu sur la feuille de match contre l'Italie. Du coup, on va revenir sur cette victoire historique du 15 de France contre l'Italie à l'occasion de la 3e journée du tournoi des 6 nations, 24-73, un score historique, plus large victoire pour l'équipe de France depuis l'apparition du tournoi des 6 nations. Les ingrédients, c'est simple, des avants percutants, des trois quarts virevoltants et un banc renversant. Et pour en parler, nous sommes aussi avec une légende du 15 de France, 65 sélections, 2 grands chelems et un tournoi des 6 nations. Pascal Papé, bonsoir. Bonsoir à tous. Bon, Pascal, est-ce que tu t'es régalé? Une véritable démonstration française hier. Qu'est-ce que tu penses de ce match et de ce large victoire et de ce large succès? Alors oui, bien sûr, je me suis régalé dans le sens où, on est français, donc on aime les belles victoires comme ça. Après, un peu déçu de la prestation de l'Italie quand même, parce que moi j'aurais aimé, cette équipe d'Italie, la saison dernière, le dernier tournoi, elle m'avait bien plu. Je m'étais dit que ils étaient sur une phase ascendante et que peut-être ils allaient pouvoir un jour rivaliser avec le 15 de France, mais en fait pas du tout, quoi. Donc évidemment, je me suis régalé du niveau du 15 de France, de la prestation offensive qui a été excellente. C'est sûr que quand t'es français, t'as un match qui est incroyable avec un nouveau record contre ces malheureux Italiens, mais voilà, presque un peu déçu de ne pas avoir eu assez de répondants côté italien pour bien préparer l'Irlande quelque part. Voilà. Johan, c'est nous, l'équipe de France, qui avons été vraiment au-dessus du lot, ou alors les Italiens étaient trop faibles ce dimanche pour rivaliser contre nous? Non, je pense que la stratégie choisie par l'équipe de France a été très bonne. On sait que c'était l'équipe qui contestait le plus de ballons au sol. Et s'ils voulaient avoir des ballons rapides comme ils ont eu ce week-end, ils ont eu des avants très dominants par les 5 premières minutes. On s'est dit, on a eu un peu peur, mais d'une fois qu'ils sont passés à la moissonneuse batteuse, c'est très compliqué après de rivaliser pour ces Italiens parce que devant, ils se sont fait, comme on dit, un peu ouvrir. Et d'une fois que quand on voit la 55e rentrer 6 avant, c'est très compliqué psychologiquement. Donc, je pense que l'équipe de France a fait vraiment un très très gros match. D'accord, donc c'est plutôt l'équipe de France très forte qu'une Italie très faible. Philippe, oui, bien sûr, parce qu'on l'a vu, les Italiens face aux Écossais, ils ont été très très bons. Le week-end dernier aussi, ils montaient en puissance, sauf que là, ils ont pris un petit coup d'arrêt, mais ça n'a rien à voir avec la performance. C'est vraiment l'équipe de France qui a fait le boulot. Et ça va être compliqué pour les Italiens de rebondir. Ils finiront le tournoi avec l'Angleterre, puis l'Irlande. C'est pas les morceaux les plus simples. Philippe, Quesada avait dit à la fin du match que ce jour, pas grand monde aurait pu rivaliser et battre l'équipe de France. C'est un peu ton avis aussi ? Ouais, je crois que c'est vrai. On a vu une très bonne équipe de France. Encore une fois, je suis d'accord avec Pascal. Je reste un peu sur ma femme parce que c'est vrai qu'après l'Angleterre, on aurait voulu voir une vraie opposition pour voir quel caractère on avait avec un peu plus d'adversité pour préparer l'Irlande. Avec ce piège, parce que je trouve qu'on focalise quand même énormément, même avant le tournoi. On parle de cette finale contre l'Irlande, etc. Mais on va terminer quand même par les Écossais à Paris qui montrent de très belles choses. Donc, il faut quand même faire attention à la façon de focuser les matchs et cette fin de tournoi qui est pas simple non plus pour nous. Mais c'est vrai que l'équipe de France a fait un grand match, la stratégie a été très bonne. Mais je le répète, malheureusement, pour moi, le 7-1 est un vrai changement de système, carrément, quoi. On change un peu de dimension et moi, ce que je retiens de ça, si c'est le système qui est choisi pour être reconduit contre l'Irlande, c'est qu'on n'en retient pas beaucoup d'enseignements. On a des enseignements sur le caractère collectif, sur les joueurs à titre individuel, sur la place qu'ils peuvent prendre. On a parlé de Guillard, on a parlé du bon match de Barré, Atisogbe, etc. Mais sur la stratégie et le système, je trouve que malheureusement, on n'a pas assez de réponses.
Et Pascal, pour toi, le 7-1, c'est validé ou alors c'est franchement peut-être à ne pas reproduire contre les Irlandais? Écoute, moi, en tant qu'avant, je vais te surprendre, mais moi, je suis pas fan du 7-1. Parce que tu veux croquer plus de minutes, c'est pour ça. Ouais, voilà, c'est ça, parce que bon, après, c'est vrai que contre l'Italie, presque, j'ai envie de te dire que les Italiens, quand ils ont appris le 7-1 français, limite, ils avaient déjà perdu le match avant, parce que quand tu vois les solides qui sont rentrés, comme le disait Johan, très tôt dans le match, tu reprends un coup derrière la casquette, quoi. Donc non, moi, je suis un peu comme Philippe. Je suis plus à la recherche du système et de quelle stratégie on va pouvoir mettre en face aux Irlandais plutôt que la stratégie du banc. Après, il faut faire attention. Là, on a eu de la chance, il n'y a pas eu de blessés côté trois quarts, mais contre l'Irlande, est-ce que ça sera la même chose? Donc c'était un coup d'essai. Est-ce que ça va être confirmé contre l'Irlande? Je sais pas. Moi, je suis pas fan parce qu'à un moment donné, quand même, tu as besoin d'avoir aussi de la fraîcheur et des pattes derrière à un moment donné dans le match. Donc, forcément, quand tu joues l'Afrique du Sud ou des grosses nations qui imposent devant et qui sont capables de faire des bancs comme ça, oui. Mais là, je sais pas si ça sera la bonne stratégie, en tout cas contre l'Irlande. Voilà. Mais on a vu Pascal aussi que les sets avant ne sont pas rentrés en même temps. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu ce décalage où je crois qu'ils sont 5 ou 6 à être rentrés d'un coup, puis Roumat ils sont 6. Voilà, 6 et puis un peu plus loin Roumat à la 70e. Ça aussi, c'est du coup la stratégie, elle est étrange. T'as l'impression que normalement, si tu mets 7 avances et on les fait rentrer tous d'un coup et feu quoi. Ouais, c'est ça. Après, ils se sont quand même méfiés de la blessure de trois quarts, je pense, à un moment donné, parce que même si tu avais Lucu sur le banc, Lucu, à part au poste de numéro 9 ou peut-être voire numéro 10, je vois pas où est-ce qu'il pouvait dépanner. Ils avaient entraîné Gégou pour jouer centre, je crois, si je dis pas d'erreur. Gégou, et je crois aussi il était déjà sorti, donc oui, voilà, c'était surtout Gégou, donc je pense qu'ils avaient cette petite crainte, en tout cas, ils l'ont gardé un petit peu dans la poche un petit moment. Ouais, c'est très fermé comme système. Voilà, c'est pour ça que je suis pas très fan. Je trouve que ça va. Il y avait de la fraîcheur côté trois quarts parce qu'il y avait pas mal de joueurs comme Barré ou Atitos B qui étaient frais. Mais je suis pas. C'est pas. En tout cas, c'est pas mon truc. Moi, en tant qu'avant, j'aimais bien avoir des trois quarts qui rentraient, des remplaçants avec des pattes. En plus, quand t'es fatigué, toi, gros, c'est encore plus dur à défendre parce que eux, ils sont frais. Donc c'est pas. Moi, je le redis, c'est pas mon truc. De suite, il faut parler des avants. De suite, il faut parler des avants fatigués. Vous êtes 7 avants, vous n'allez pas être fatigué, vous jouez 50 minutes. C'est incroyable ça. Ouais, mais bon, le travail qu'on fait, le dur labeur qu'on fait, c'est pas c'est pas le même métier entre un ailier et un deuxième ligne. Et heureusement que j'étais là pour te faire briller parce qu'autrement t'aurais pas pu marquer beaucoup d'essais. Ouais, bien sûr. Et pour le protéger un peu aussi du coup. Comme t'as passé en avant face à l'Irlande au Stade de France, tu aurais pu gagner. Surtout pour le protéger. Surtout. Alors là, je suis d'accord. Là, oui. Du coup, Johan, toi, Pascal, on parlait un peu des trois quarts virevoltants. Qu'est-ce que tu as pensé de ce triangle arrière, Léo Barré, Louis Biel-Biarré et Atis Ogbe? On a l'impression que c'était feu d'artifice dès qu'il prenait la balle. Non, mais on l'a tous vu, il a été très performant et ils ont répondu présent surtout. On pense que les Italiens c'est facile, c'est un match facile, mais en tout cas ils ont répondu présent et j'ai trouvé la performance extraordinaire de Léo Barré. Qui est en difficulté depuis le début de la saison et il a été vraiment incroyable sur ce match. Donc voilà, les deux ailiers ont été bons, mais à l'image de l'équipe, une fois qu'on a les avants qui avancent, qui roulent sur tout le monde, derrière on a plus d'espace et on peut s'éclater. Et une petite question pour le spécialiste que tu es, les ailiers donc Atis Ogbe et Biel-Biarré, on les a vus très souvent déborder et dès que ça revenait un peu, taper des petits coups de pied à suivre le long de la ligne, pas très loin, pas pour occuper mais vraiment pour tenter de la récupérer. C'est ce qui a amené d'ailleurs le deuxième essai de Léo Barré après un coup de pied de Biel-Biarré. Ça c'est un travail, c'est répété à l'entraînement, c'est exercé, et c'est super bien réussi aussi. Oui, le travail et donc par conséquent ça arrive à des automatismes. À force de travailler, il y a des automatismes qui arrivent et on sait qu'il y a un trou entre l'arrière qui défend sur le champ profond et l'ailier qui est un peu plus à plat. Donc il suffit de le pousser à 2-3 mètres mais ça a été travaillé, ça a été vu à la vidéo bien entendu, mais c'est surtout super bien réalisé.
Pascal, au niveau satisfaction devant, on peut parler quand même de Guillard qui a fait son match, qui marque un essai, qui a vraiment eu une grosse activité. Toi, en tant que deuxième ligne, comment tu vois cette performance de ce jeune alors, il joue à Lyon et toi, tu es directeur du sportif à Bourgoin, mais pour autant, il t'a impressionné ? Ah, bien sûr, ça fait un moment que je le suis. Quand j'étais au Stade Français à la formation, on le suivait aussi parce qu'il était à Massy. C'est un garçon qu'on aurait aimé récupérer au Stade Français, qu'on n'a pas pu, et qui a d'ailleurs bien fait d'aller au Loup, puisque derrière il fait une très belle carrière. Moi, j'aime beaucoup son profil parce que c'est un profil à la fois un peu hybride, qui est capable aussi de dépanner un peu en troisième ligne, qui va avoir une activité monstrueuse sur le terrain, qui porte fort le ballon, d'accord, qui met beaucoup de combats aussi sur ces zones de ruck, à l'image de la première pénalité pour l'équipe de France. C'est lui qui vient au contest direct à la réception du coup d'envoi. Donc un gros abattage. Forcément, il est sorti tôt parce que il y avait un banc de 7-1 sur ce match-là. Mais sa performance, j'ai beaucoup aimé. Et puis l'attelage avec Flamand, il est assez complémentaire. Parce que Flamand est capable d'être plus aérien et on va dire plus deuxième ligne de rupture entre guillemets, ou avec une deuxième ligne de soutien. Guillard, il est là pour le gros œuvre, pour la démolition, pour prendre l'axe, et je trouve qu'il l'a plutôt bien fait. Et ça va être un vrai test pour lui d'aller en Irlande, de défier ces deuxièmes lignes irlandais qui sont très réputés aussi. Ah là c'est le test, là c'est le vrai test, même si Johan a raison, il ne faut pas aussi dénigrer l'équipe d'Italie, même si on a été bien meilleur que cette équipe-là. Je pense que le vrai test pour un deuxième bar, c'est toujours le 15 du trèfle aujourd'hui, encore plus qu'avant, puisque aujourd'hui c'est vraiment une référence à ce poste-là. Au niveau du jeu d'avant aussi, au niveau de cette capacité à combattre fort avec beaucoup d'intensité, je crois que ça va être le test grandeur nature pour lui, mais pas forcément que pour lui, pour tout le pack du 15 de France. Philippe, est-ce que Fabien Galtier a un peu fait taire un peu les critiques autour de lui après cette défaite en Angleterre? On a commencé à parler est-ce que Galtier c'est un peu compliqué, on en a marre d'entendre parler des 80% de victoires et de pas avoir de grand chelem à la clé. Est-ce que cette large victoire et cette victoire historique en Italie, ça met un peu de calme autour du sélectionneur? Oui, ça met un peu d'apaisement forcément parce que c'est une victoire en plus très aboutie. Et puis on a assez largement parlé de l'analyse du match contre l'Angleterre et de tout ce qui a fait qu'on n'avait pas gagné ce match et qu'on aurait potentiellement mérité de gagner. Donc l'équipe de France n'est pas en danger dans ce qu'elle nous montre en termes de production. Après, c'est à la fin du tournoi qu'on verra parce qu'il y a ce match en Irlande et puis il y a la réception de l'Écosse. Donc il faut quand même pas trop se focaliser, je le répète, sur ce match contre l'Irlande parce que ça peut être un tournoi très abouti comme un tournoi raté. Et donc cette équipe aujourd'hui, on est un peu moins indulgente avec elle qu'il y a quelques années parce que nos joueurs cadres, ils sont montés en expérience, ils ont aujourd'hui une moyenne de 50-60 sélections, donc on arrive sur des standards. Si on veut se donner l'ambition d'être champion du monde, de gagner des titres. Et donc, c'est ça qu'on attend aujourd'hui. Donc, bien sûr qu'on est heureux qu'on voit une équipe de France qui nous fait plaisir et qui gagne beaucoup plus largement qu'elle ne perd. Mais elle est quand même assez vierge de titres en 5 ans. Et donc, la finalité, c'est quand même de se construire dans la victoire et de gagner des titres. Alors, le Grand Chelem, c'est mort, il reste le tournoi. Mais il faut que cette équipe de France, elle se construise aussi dans la victoire autour de titres. Johan, cette victoire, elle renforce le sélectionneur avec ce choix. Donc 7 contre 1, on en a un peu parlé, ça n'a pas vraiment eu l'effet escompté parce que le match était quasiment plié. Mais malgré tout, est-ce que cette victoire renforce le sélectionneur, Fabien Galtier? Elle renforce son choix, elle confirme son choix et forcément, mais on est encore sur la même lignée que, j'ai envie de dire, que le Pays de Galles. Oui, on a fait une très bonne performance. Oui, on a été très très bon, une victoire historique. Et la France s'est rachetée, c'est très bien. Mais on attend de voir maintenant face à l'Irlande pour cette finale. Sachant qu'ils nous ont battus à domicile et qu'il faut avoir de la mémoire. Et je sais que les joueurs sont des compétiteurs, ils vont avoir de la mémoire. Mais est-ce qu'il va reproduire ce banc-là? Je ne sais pas en Irlande quand même, parce que ça me paraît compliqué. Les avants, ils jouent beaucoup, mais les 3/4 aussi derrière, ça cogne pas mal, quoi. Mais ça cogne pas mal, surtout quand t'as Boundaki au centre qui te rentre dans la poire. Juste il y a Ringrose qui sera suspendu. Ringrose qui a pris un carton rouge, le premier carton rouge du bunker d'ailleurs, de 20 minutes, de 20 minutes qui en effet a fait la diff. Johan, par rapport au on a le droit 2 minutes quand même de dire que on a vu quand même là la limite. Les limites, ouais.
à quel point c'était une connerie? Ah bah, vas-y, je te le laisse. Non, mais c'est quand même incroyable cette règle parce que sur ce match, ça s'est passé exactement comme on le prévoyait, c'est-à-dire que on perd moins de temps avec de l'analyse vidéo, etc. L'arbitre de champ met jaune bunker et honnêtement, on ne peut pas lui en vouloir parce que il laisse aux autres la responsabilité de la décision. À partir du moment où il y a jaune bunker, ça peut être qu'un carton rouge de 20 minutes et quand ça arrive tôt dans le match, ben, ça pénalise pas assez l'équipe qui a fauté. C'est tout. Et Bundiaki change le match en fin de match. C'est à ce moment-là que les Irlandais reprennent le score et qu'ils reprennent la main sur ce match. Et honnêtement, on se pose vraiment la question aujourd'hui. En plus, ce que je trouve aberrant de la part des instances, c'est qu'on dit qu'on cherche des règles pour accélérer le jeu. Mais pour accélérer le jeu, c'est toujours mieux pour avoir du spectacle quand tu joues en supériorité numérique. Donc en fait, au contraire, il faudrait être sévère sur les rouges, ferme et définitif, pour laisser l'opportunité qu'il y ait moins de joueurs sur le terrain, pour aller au bout du sujet de l'intégrité physique qui est quand même un enjeu majeur en ce moment. Et c'est dans ce sens-là qu'il faudrait aller. Donc cette règle, pour moi, elle contrevient à tout ce qui est la finalité qu'on souhaite. Et du coup, juste Pascal, j'ai une petite question. Est-ce que tu penses que tes coéquipiers auraient aimé la période du bunker avec toi Pour moi, un carton rouge, c'est un carton rouge. Voilà, il n'y a pas de 20 minutes ou quoi que ce soit. Tu dois finir à 14. C'est juste l'essence même d'un carton de couleur rouge, quoi. Voilà, c'est tout. Donc après, la bonne idée pour moi, c'était vraiment le jaune bunker, hein, parce que ça déchargeait aussi l'arbitre et on perdait moins de temps sur le terrain à analyser le geste. Mais voilà, je suis un peu d'accord avec Philippe. Le carton rouge de 20 minutes, ça veut rien dire, quoi. C'est surtout le carton rouge, il est rouge, c'est une couleur rouge. C'est dans tous les sports, c'est comme ça. Tu sors. Tu pénalises ton équipe, autrement ça veut plus rien dire, quoi. Mais c'est surtout qu'en fonction de si l'arbitre décide le bunker ou pas, ça va influer le match. C'est-à-dire que si là l'arbitre avait directement mis rouge à Ringrose depuis le terrain en voyant les premières images, l'Irlande n'aurait fini à 14. Donc cette variation où l'arbitre récupère une nouvelle pression de savoir s'il doit mettre rouge directement ou alors laisser jaune, mais du coup c'est un carton rouge de 20 minutes. Johan, la pression qu'on avait enlevée, on l'a un peu quelque part remis sur les arbitres aussi là. Elle n'a jamais été enlevée depuis le quart de finale de la Coupe du Monde. On a l'habitude à ce que ce bunker il soit néfaste, et encore plus avec ce rouge de 20 minutes. Donc un rouge, comme décrit Pascal, c'est un rouge et voilà, l'équipe doit être pénalisée parce que sinon ça sert strictement à rien. Pascal, juste avant de orange aussi, non ? Pascal, juste avant de te laisser, on en parlera en fin d'émission, mais le Stade français est actuellement dernier du championnat. Une mise à l'écart de Laurent Labitte, qui reste quand même directeur du sportif. Est-ce que tu es inquiet pour ton ancien club, toi qui as été capitaine, une légende du club de la capitale? Quel est ton sentiment par rapport à ça? Bon, inquiet non, déçu oui pour les joueurs et puis pour tout un club. Après voilà, ça reste quand même une équipe avec des joueurs d'expérience, avec des bons joueurs, notamment Léo Barré qui a brillé ce week-end en Italie. Donc je suis pas inquiet dernier, je pense pas qu'il finisse dernier, je suis pas inquiet pour la fin de saison. Par contre, c'est sûr que j'ai du mal à comprendre comment cette équipe elle peut faire une demi-finale il y a moins de 10 mois et puis moins de 8 mois et puis être dernière du championnat aujourd'hui. Voilà, c'est plutôt un questionnement que j'ai et sur qu'est-ce qui se passe pour qu'ils en soient arrivés là, quoi, en fait, tout simplement. Donc c'est surtout déçu, pas inquiet, parce qu'encore une fois, ce club-là, il a toujours su répondre dans la difficulté, et je pense que ça fait partie aussi de son ADN. Voilà, peut-être que on va dire l'ordre qu'ils ont mis dans la maison un peu hier soir, enfin cette nuit, pour reprendre un nouveau cycle. Peut-être que ça va faire du bien, en tout cas je l'espère. Mais bon, c'est vrai que ça fait un peu tâche de voir le club dernier du championnat aujourd'hui. Bon, en tout cas, merci Pascal Papé d'avoir été notre invité dans les vraies voix du rugby. Et nous, on va continuer dans un instant avec Johan Huget et Philippe Spanghero. On est toujours avec Johan Huget et Philippe Spanghero dans les vraies voix du rugby. On va se projeter sur le prochain match, le 8 mars prochain, et ce choc contre l'Irlande à Dublin lors de la 4e journée. Quel groupe et quel 15 pour défier les favoris irlandais? Johan, tu l'as dit tout à l'heure, le match d'hier ne va pas du tout rebattre les cartes. Pour toi, c'est clair, Ntamak et Penaud vont faire leur retour dans le 15 type, et donc du coup Ramos va glisser à l'arrière de nouveau.
Bien sûr, il a jamais dérogé à cette règle-là. Sinon, il aurait gardé Tisserand B, mais à ce moment-là, il a toujours dit, Romain, c'est son numéro 10. Thomas a dit que c'était pas un numéro 10, donc tout le monde va reprendre sa place et il faut y aller avec un maximum de certitude. Et ces certitudes-là, Romain nous les amène, Thomas nous les amène à l'arrière, que ce soit dans le jeu au pied, sur les ballons hauts, et Damien aussi. Et Philippe, toi, tu partages l'avis de Johan. Le match d'hier ne va pas du tout rebattre les cartes, ou alors ça va dépendre un peu des prochains entraînements dans les prochaines semaines là. Bah, je pense en effet que Johan a raison. Après, c'est vrai que c'est toujours un peu délicat en management parce qu'on a préparé ce match contre l'Italie en disant que c'était un match sérieux, etc. Un match sur lequel il fallait une performance référence. Et donc, c'est toujours un peu délicat en management de sortir des joueurs à qui on n'a rien à reprocher. Même si Théo Atisogbe a dit qu'il savait qu'il était numéro 2 dans la hiérarchie. Moi, je me souviens d'une époque, je pense que c'est juste avant que Johan arrive, mais d'une période notamment où Vincent Clerc avait loupé un match justement contre l'Italie dans un tournoi alors qu'il était installé comme titulaire et puis Marc-André avait pris sa place et avait fait un bon match contre l'Italie et puis Marc vraiment avait décidé de ne plus sortir Marc-André parce qu'il n'avait rien pour justifier de le sortir et Vincent était passé à côté d'un grand chelem. Donc voilà, c'est des stratégies de management qui peuvent être différentes. Il faut juste bien préparer les joueurs pour les garder concernés dans le projet. Voilà, le sujet, c'est je suis vraiment dubitatif sur cette piqûre de rappel mise à Damien Penaud. Est-ce qu'elle était nécessaire ou pas? Parce que ça amène quand même un peu de flou dans la concurrence. Mais c'est ça, Philippe, tu le dis là pour Damien Penaud, mais c'était le cas durant la tournée pour Charles Olivon, pour Gaël Ficou, pour Grégory Aldrit. Quel est le message qu'essaie de faire passer Fabien Galtier avec je vous mets hors groupe pour un match et puis je vous réintègre quel est le message en fait? C'est vous êtes punis mais pas trop, ou alors il y a une vraie pression autour du fait qu'ils peuvent quitter le 15 ou le groupe de 23? Bah, là pour le coup, ce qui fonctionne plutôt bien dans cette équipe de France, je trouve, dans le message de Fabien Galtier, c'est l'émulation. À part le cas Mathieu Jalibert, qui est un cas vraiment à part dans le traitement avec le joueur, et je pense que c'est un joueur qui aura du mal à être rembarqué dans le projet et à trouver vraiment sa place dans un groupe resserré. Mais pour les autres, finalement, les choix dont tu parlais tout à l'heure là depuis des mois maintenant, des choix forts, ils ont été plutôt bien vécus. Les joueurs, quand ils sont revenus, ils ont répondu présent. Donc finalement, ils jouent l'émulation à fond parce que je le répète, Fabien Galtier est quand même le sélectionneur qui a une profondeur d'effectifs que n'ont pas eu ses prédécesseurs. Et donc, forcément, il faut aussi garder un réservoir de joueurs importants concernés. Et toi, Johan, comment tu l'aurais pris à l'époque où tu étais en équipe de France si ton sélectionneur avait agi comme il agit avec ses cadres, ses tauliers, ce que tu étais en équipe de France, comme Grégory Aldrit, Gaël Ficou, Charles Olivon ou encore Damien Penaud? Est-ce que ça aurait été entendable pour toi, compréhensible, ou alors compliqué et tu comprends pas forcément comment il fonctionne, le sélectionneur? Non, d'une fois qu'on est en équipe de France, on peut tout entendre et tout accepter surtout parce que c'est pas notre choix et on a juste à se remettre au boulot, travailler et à ce moment-là, la roue peut tourner à chaque fois et donc pour moi, à chaque fois qu'on m'a dit de me remettre au travail, je me suis remis au travail, j'ai travaillé et je suis toujours revenu. Donc après, il y a certains joueurs avec qui ça marche, d'autres moins, c'est du management. Et aujourd'hui, Fabien, je pense qu'il connaît son groupe. Il a vu que ça allait marcher avec Greg Aldrit, Charles Olivon sur la tournée de novembre. Il essaie de refaire pareil un peu sur ce tournoi. Est-ce que ça prend avec Damien Penaud? Ça, je suis pas trop sûr. Ouais, c'est en fonction des personnalités aussi, des uns et des autres. Une personnalité clairement à part. Yannick Bru disait que quand on parlait plan de jeu, lui, il levait les yeux au ciel et juste, c'est pas du tout dans sa nature d'être comme ça, Damien Penaud. Non, il est pas du tout comme ça. Mais bon, c'est pas, il le connaît très bien depuis 2019 où il a commencé à l'entraîner. Et c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Maintenant, c'est un joueur à part et il faut qu'il s'adapte aussi. Mais ça va le faire, il n'y a pas de raison. Messieurs, on va accueillir Fabrice qui a appelé au 0826 300 300. Il voudrait évoquer avec nous le retour de Ntamak. Bonsoir Fabrice.
Bonsoir à tous. Bon, du coup, toi, je voudrais dire un grand merci à Johan qui, parce que je partage à 2000% son analyse de tout à l'heure. Je vais pas dire un joli mot, mais quelle connerie cette histoire de carton rouge de 20 minutes. C'est ni fait ni à faire. Et ça fausse le tournoi. Donc pour ça, il faut qu'on gagne en Irlande. Tu rejoins Philippe Spanghero et Johan Huget qui étaient d'accord sur le sujet. On fausse le tournoi. Là. Et du coup, toi, Fabrice, tu veux nous parler du retour d'Ntamak. Tu penses qu'il faut le remettre dans le 15 type ou alors le mettre sur le banc? Moi, je le mettrais dans le 15 type. L'entente de la charnière avec Toto peut nous être bigrement utile. Malheureusement, on fait pas d'omelette sans casser des œufs, hein. Donc ça veut dire que avec un Thomas Ramos à l'arrière, alors le problème c'est qu'on a une abondance de biens, quoi. Mais c'est un autre match. C'est un autre match que le match de l'Italie. Puis il faut le gagner, quoi, ce match. Donc je pense qu'il faut vraiment mettre toutes les armes de notre côté, quoi. Moi, je pense que Romain, je le ferai débuter. Il va avoir faim. Ouais, il a envie d'avoir une revanche sur le carton rouge qu'il a pris contre le Pays de Galles, je pense. Ouais. C'est exactement ça. Voilà. C'est là-dessus que je compte. Voilà, sur ce qu'il a pu vivre comme une injustice, etc. Quoi. Hein, voilà. Et c'est là, ce sentiment-là peut nous être que profitable. Voilà. Moi je pense ça. Philippe, malgré tout, Ntamak, il n'a pas joué donc pour l'Angleterre, il n'a pas joué avec le top 14, il n'a pas joué là pour l'Italie, il est protégé pour la prochaine journée avant l'Irlande. Protégé suspendu. Protégé suspendu. Merci Quentin. En effet, c'est plus précis comme ça. Ça va faire un mois qu'il n'aura pas joué. Voilà, c'est ça, un mois. Est-ce que c'est pas trop pour Ntamak, Romain Ntamak, qui en plus on a l'impression qu'il a besoin de rythme pour revenir à son meilleur niveau. Johan, Philippe, là-dessus, c'est aussi quelque chose sur lequel le sélectionneur doit s'interroger. Vas-y, Johan. Non, mais vous inquiétez pas pour Romain. Hein. Ah oui. On connaît le compétiteur. Si vous avez des doutes, lui, depuis le début, vous inquiétez pas, il va répondre présent et de fort belle manière. Donc vous inquiétez pas pour Romain, il sera présent en Irlande et il va faire un match comme il a de faire à chaque fois qu'il porte le maillot de l'équipe de France. Philippe, on s'inquiète pas pour son état de forme et du coup le rythme pour un match pareil? Non, je pense en plus que il va y avoir, ça va travailler à très haute intensité avant le match, donc pendant la semaine. Ils vont gérer la semaine au mieux, mais je pense que ça va travailler à très haute intensité, donc qu'il va retrouver le rythme. Moi, je suis d'accord, je pense qu'il faut le remettre titulaire parce qu'il donne beaucoup de garanties défensives. Il faut replacer Thomas Ramos au fond, qui nous donne aussi beaucoup de garanties de sérénité dans les matchs difficiles, avec un peu plus d'expérience que Léo Barré, qui a jamais déçu, hein, parce que sur la dernière tournée de novembre, il a été testé sur des matchs compliqués, notamment contre les Blacks, et honnêtement, il a fait des performances pour un jeune sélectionné qui sont pas critiquables. Mais malgré tout, là, il faut se donner les moyens avec nos joueurs d'expérience, et donc surtout, on va avoir Romain Ntamak qui va nous apporter des garanties défensives, qui va attaquer la ligne face à Prendergast qui a du mal encore, je trouve, à trouver ses marques dans ce 15 de l'Irlande. C'est pour moi un peu le maillon faible de cette équipe. Fabrice, toi, tu vois Romain Ntamak donc titulaire, et est-ce que tu le vois nous faire gagner à t'écouter? Moi, je pense qu'il va avoir la dalle. Il va avoir la dalle. En plus, par rapport à l'adversaire, à l'adversité, bizarrement, je suis confiant. Enfin, quand je dis bizarrement, parce que ça peut sembler incroyable, mais j'ai vu les matchs des Irlandais contre les Anglais. J'ai vu contre les Gallois. Je dis pas qu'ils sont mauvais, hein. La preuve, ils ont gagné, quoi. Hein. Mais c'est pas l'Irlande. C'est pas l'Irlande qui écrasait tout précédemment, quoi. Donc moi je pense qu'il y a un vrai coup à faire. Justement, Fabrice, on va en parler avec Philippe et Johan de ça dans un instant. Merci d'avoir appelé en tout cas Sud Radio, Fabrice, et n'hésitez pas à faire comme lui en appelant au 0826 300 300. Messieurs, Fabrice vient de le dire, des Gallois qui ont posé problème aux Irlandais. Est-ce qu'il faut emprunter, s'inspirer de cette stratégie galloise
Galloise. Des Gallois qu'on pensait qui allaient exploser en vol. Philippe, ils ont offert une très belle résistance. Et s'il n'y avait pas eu ce carton de 20 minutes, on aurait pu peut-être accrocher même le blason irlandais. Ouais, on a vu des Gallois pour le coup transfigurés. C'était assez surprenant quand même à voir. On donnait vraiment pas cher de leur peau. Ils ont fait le match sérieux qu'il faut faire contre les Irlandais, peu pénalisé, fort sur les fondamentaux. Ils les ont embêtés sur ces zones de ruck sur lesquelles quand même les Irlandais sont pour moi la meilleure équipe du monde parce qu'ils ont beaucoup de joueurs qui sont capables de faire la différence sur le jeu au sol. Donc les Gallois ont fait ce qu'il faut s'en inspirer. Grosso modo, on sait comment il faut jouer les Irlandais et sur quoi il faut répondre présent. Voilà, mais je reviens moi sur ce match contre l'Irlande à cette crainte pour répondre présent. Je reviens contre l'Irlande du de match, l'effet de jeu face à une grosse adversité. J'ai du mal à imaginer que potentiellement on peut jouer 50-60 minutes avec un Boudéan ou un Gégou au centre contre l'Irlande, quoi. Johan, ça m'interpelle. Je suis assez d'accord, Philippe. Johan, toi, les Gallois, eux, ce qu'ils ont proposé, c'est vraiment d'écarter énormément de ballons, mettre énormément de rythme, de très peu aller les affronter au près, comme on dit, autour des rucks, autour des cellules au milieu de terrain. Est-ce que c'est la stratégie que les Bleus doivent appliquer pour essayer de renverser les Irlandais? Non, sincèrement, je me servirai pas de ce match-là parce que les Irlandais ont dû prendre ce match-là un peu par-dessus l'épaule, en étant un manque d'humilité, parce que si vraiment ils jouent à leur niveau, il y a une pièce d'écart. Alors même avec toute l'énergie des Gallois aujourd'hui, leur jeu, au final, ça fait 30 points pour l'Irlande, comme d'habitude. Donc il n'y a pas d'enseignement à avoir du jeu gallois pour aller battre les Irlandais. Le seul truc qu'il faut qu'on sache et qu'on connaît depuis des années, c'est qu'il faut les prendre devant. Parce que sinon, c'est très compliqué et il faut coller au score le plus longtemps possible pour espérer gagner le match là-bas. Mais il faut être extrêmement discipliné. Pour l'instant, honnêtement, on fait un tournoi qui est plutôt honorable en termes de discipline. On est à 5 pénalités et demie de moyenne. Peut-être on est passé à 6 avec le match contre l'Italie, mais c'est quand même bien. Et on sait que contre l'Irlande, qui a une capacité, je crois que c'est l'équipe au monde qui tient le plus le ballon en termes de temps de jeu, il faut rester extrêmement discipliné et leur donner très peu d'occasions. Voilà. Après, est-ce que l'Irlande va avoir la stratégie qu'ils ont eue ces dernières années? Je trouve qu'ils tentaient peu de pénalités, ils prenaient peu les points, ils allaient beaucoup en touche, ils cherchaient beaucoup les pénal-touches, même tôt dans le match, quand le score n'était pas fait. Voilà, il faut répondre présent sur ces fondamentaux-là, c'est toujours pareil, mais c'est vrai que le défi contre l'Irlande, là où pour moi les Gallois, c'est vrai qu'ils ont vite écarté les ballons, mais ils ont répondu présent dans le jeu au sol, ils ne sont pas trop fait ralentir les ballons et ils ont pu mettre du volume de jeu. Mais ils ont mis une grosse défense aussi, hein, avec notamment leur capitaine Jack Morgan. En étant réaliste, est-ce que tu penses que c'est la vraie équipe d'Irlande que tu as vue face aux Gallois? Non, j'ai été très surpris par ce qu'a proposé l'Irlande. Donc c'est pas si on s'attend à un match des Irlandais comme ils ont joué face aux Gallois, c'est se mettre le doigt dans l'œil. Hein. Oui, mais, l'enseignement de l'Italie pour moi qui est intéressant pour anticiper l'Irlande. L'enseignement intéressant de l'Irlande, qu'on a gagné 10 sur 111. Fabien disait qu'il avait fait ce 7-1 en partie justement pour essayer de contrer la qualité des Italiens sur le jeu au sol, etc. Ils n'ont pas existé, les Italiens, sur les zones de ruck. On a été en difficulté sur ces zones-là contre l'Angleterre. On a eu du mal à développer le jeu parce qu'on a été en difficulté. Et on sait que contre l'Irlande, le match, il se gagnera là. Bon, en tout cas, on aura le temps d'en reparler de ce grand duel contre l'Irlande le 8 mars prochain. Juste un petit mot, messieurs, rapidement sur l'Angleterre qui gagne encore une fois d'un petit point et qui s'impose contre l'Écosse, la Calcutta Cup. L'Angleterre qui est d'une résilience absolue et les Écossais comme nous contre l'Angleterre qui ont beaucoup trop vendangé. Vas-y, Johan. J'attendais la voix de l'expert. Non, bien sûr que
Mais en fait, ça montre la confiance qu'a aujourd'hui cette équipe d'Angleterre, même si elle gagne 2 points. Mais il y a de la réussite aussi. Oui, il y a de la réussite, mais il est perdu ces matchs-là. Il y a même pas en novembre ou le tournoi dernier. Donc, il s'accroche. Et moi, je trouve aujourd'hui cette équipe pleine de résilience. Et je trouve dommage que ces Écossais ne soient pas assez tueurs. Il leur manque cette fibre un peu là. Pour pouvoir prétendre à gagner un jour le tournoi. Ils avaient le ballon de la gagne et ils l'ont saccagé. Il l'a joué beaucoup trop vite. Il n'a pas du tout pris son temps. D'accord. Finn Russell, Finn Russell a mangé la feuille, contrairement à Finn Smith, l'ouvreur anglais de l'autre côté. Ah, bien sûr. Mais bon, ça fait partie des. On peut pas dire de l'apprentissage parce que Finn Russell c'est un grand numéro 10, mais aujourd'hui c'est tout un collectif parce que il y a eu un passage à vide à la 60e où on s'est dit c'est bon, ils ont pris le large. Et d'un coup, ils reviennent avec leur force, leur mental qu'on connaît, ces Écossais. Et en tout cas, Finn Russell qui est peut-être un peu sous pression dans le sens où forcément pour la tournée des Lions cet été, son nom circule beaucoup pour être à l'ouverture de cette équipe-là et ça peut être un peu légèrement pression quand même quand on est. La chance qu'il a, honnêtement. Il n'y a que des jeunes autour. C'est qu'il y a plus Sexton. Il n'y a plus Sexton en Irlande. Il n'y a plus Farrell. Va prendre sa place. Il n'y a plus Farrell. Honnêtement, par contre, il manque de sélection. Mais par contre, Smith en Angleterre, honnêtement, il est quand même très très surprenant. Il est défensivement excellent. Ouais. Il attaque la ligne, il est costaud, il est quand même assez irréprochable sur la qualité de son jeu au pied d'occupation. Enfin, vraiment, c'est vraiment une bonne pioche côté anglais. La belle découverte du rugby anglais. Ouais, la France est actuellement deuxième au classement à 3 points de l'Irlande et 1 point devant l'Angleterre. Le tournoi destination à suivre évidemment sur Sud Radio. Et nous, on va se tourner vers notre championnat domestique. Sud Radio, la radio du rugby. Le top 14. Encore 10 grosses minutes ensemble dans les vraies voix du rugby avec Philippe Sanguero et Johan Huget. Place maintenant à notre bon vieux top 14 qui s'est disputé ce week-end. Quelques enseignements notamment en bas du classement avec la victoire de Vannes à domicile contre Montpellier et la défaite de Toulon et le Stade Français actuellement dernier. On en a parlé avec Pascal Papé tout à l'heure. Messieurs, est-ce que vous êtes inquiets pour le Stade Français qui s'enfonce un peu plus dans la crise? On a appris aujourd'hui que Laurent Labitte était sorti du terrain et resté un peu dans les bureaux. Il a même proposé sa démission. Il a même proposé sa démission, en effet, Quentin. Johan, est-ce que tu es inquiet pour ce club de la capitale? Non, pas inquiet parce qu'ils ont les ressources nécessaires pour se maintenir, voire une place de barragiste. Aujourd'hui, le calendrier est beaucoup plus difficile pour Vannes. Ils ont 2 déplacements et une profondeur de banc qui est moins importante que le Stade Français. Aujourd'hui, ils ont joué on peut pas dire de malchance, mais que La Rochelle perde contre le Racing, que Vannes. Voilà, ils maîtrisent leur destin, je pense encore. Perdre contre. Ils maîtrisent. T'es inquiet? Johan est mais pas inquiet. Moi, je suis inquiet. Je suis inquiet parce que je suis d'accord avec Johan. Sur le papier, c'est favorable au Stade Français, mais après, il y a les dynamiques et ce caractère collectif, cette âme. Et honnêtement, cette équipe de Vannes, sur le papier, elle est moins forte que le Stade Français. Son calendrier est plus compliqué, mais j'ai l'impression que cet électrochoc-là a eu lieu au Racing. Ils ont confirmé tout de suite ce qu'ils n'avaient jamais su faire depuis le début de la saison après une bonne performance. J'ai l'impression qu'une dynamique s'est enclenchée du côté de Vannes et qu'il y a cette âme qu'a complètement perdu le Stade Français. Le Racing a retrouvé aussi des couleurs et je pense que Patrice Colazo et l'apport de Patrice va être quand même assez décisif sur la fin de saison. Donc sur le papier, le Stade Français n'est pas à sa place, mais dans les dynamiques et dans le caractère collectif qu'on perçoit, c'est eux qui sont le plus en difficulté. On le disait, vas-y Quentin. Je voulais dire, si je peux ajouter en plus, quand tu sais que tu perds ton demi de mêlée titulaire jusqu'à la fin de la saison, alors qu'il y a un joker médical qui arrive, mais qui est peut-être pas au même niveau. Qui est arrivé au Stade Français. Exactement, Paul Abadi qui arrive au Stade Français, que ton entraîneur qui va être ton entraîneur principal, finalement, j'ai l'impression que tu le vois jamais. On en parlait hier avec un supporter du Stade Français sur Sud Radio, Paul Gustard. On ne sait pas où il est. Avec un supporter radio, et j'ai l'impression que c'est pas lui. Et mal à voir vraiment
éclairé maintenant que Laurent Labitte a pris du recul. Mais voilà, c'est assez flou aussi dans l'encadrement, je trouve, du Stade français. Ouais, c'est flou et c'est compliqué à être lisible. Les supporters du Stade français qui ont fait un communiqué aujourd'hui pour dire il va falloir se réveiller, il va falloir se bouger. Nous, on sera là pour vous soutenir, mais maintenant, il faut y aller sur le terrain aussi. Cette dynamique-là, tu en parlais, Philippe, elle est vraiment complètement à l'inverse pour Vannes qui enchaîne une 3e victoire et de plus de 30 points. Et le club francilien, eux, a créé la surprise à La Rochelle. La Rochelle qui, on a l'impression, l'effet O'Gara, contrairement à l'effet Colazo. Compliqué en ce moment, Philippe. Ah oui, compliqué pour eux, ça c'est sûr. Et je le répète, mais encore une fois, quand on regarde les dynamiques, c'est compliqué pour eux. Du coup, tu as l'impression, toi, Johan, que l'effet Colazo Racing peut fonctionner, peut être plus favorable au Racing qu'au Stade français? Oui, bien sûr, mais on l'avait dit, hein. On l'avait dit déjà face à Vannes, même s'ils perdent, on avait vu un esprit collectif qui était bien présent. Et voilà, donc à partir de ce moment-là, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour les clubs franciliens, enfin surtout pour le Racing, où je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de s'opérer. Mais Francilien, Racing, où gagner, ce n'est pas. Et d'ailleurs, La situation. c'est ça. Voilà. Et d'ailleurs, la pression, Ronan Angara en a parlé à la fin du match. Et s'il faut partir, il est prêt à se sacrifier. Il n'y a pas d'autre mot, c'est une crise. On doit accepter ça. On a fait un match, surtout en première mi-temps, inacceptable pour une équipe top 14. C'est moi le plus grand responsable. J'aimerais faire toutes les choses nécessaires, ce que les joueurs se battent pour le staff. Pour moi, c'est dans le dur tu forges ton caractère. Mais on est dans le dur, on est dans une crise. Il n'y a aucune preuve que je suis capable de sortir l'équipe de cette crise. C'est une vraie option si le message passe pas, que peut-être c'est meilleur sans moi. On doit accepter la réalité qu'on bat pour le maintien. Johan, est-ce que c'est un entraîneur qui a tout tenté, tout essayé pour remobiliser son groupe et qui là est à bout et qui en fait il est démuni de tout, quoi? Non, bien sûr que non. Il a plusieurs leviers, mais aujourd'hui, ces leviers-là, ils sont un peu restreints parce qu'on sent que même les joueurs, quand ils jouent, ils sont un peu perdus, mais on sait pas quel levier il reste pour justement essayer d'amener les joueurs avec lui. Aujourd'hui, on ne sent pas que les joueurs soient totalement derrière Roland Desgard. Mais je sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'il dit quand même à la fin. Il dit on est une équipe qui joue le maintien. Il a que 2 points de retard sur le 6e Clermont qui a 39 points, La Rochelle 37, et il dit on est une équipe qui joue le maintien. Oui, je veux dire, le message qui passe. Des journalistes, il a de l'expérience, donc voilà, il veut s'enlever un maximum de pression par rapport à la 6e place. Ouais, il essaye de remobiliser son groupe en disant voilà. Écoutez, on y va, c'est pas grave, on va faire ce qu'il faut faire. Ouais, puis c'est quand même une équipe qui a une vraie histoire récente mais forte avec la Champions Cup. Ils sont toujours en course, donc qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils vont sacrifier une compétition? Parce que là, quand tu es en difficulté comme ça, jouer sur les 2 tableaux, c'est encore plus compliqué. Surtout quand tu as des cadres de ton équipe qui sont en plus en équipe de France, c'est compliqué. Johan, on va rester avec toi. Les petits, les jeuneaux du Stade Toulousain, c'est la période de doublon, c'est incroyable. Ils cartonnent. Ouais, ils prennent le temps de jeu qu'on leur donne et ils arrivent avec une certitude, mais au-delà des jeuneaux, c'est l'esprit collectif qui a primé encore une fois ce week-end. Quand on voit des Castro Ferra qui reviennent de blessure, quand on voit Pitaki aussi qui revient, qui fait une excellente rentrée, mais devant ils ont été d'un sang-froid et d'un réalisme incroyable. Mené par un Jacques Willis on a l'impression qu'il s'éclate comme quand il avait 20 ans, quoi. Ouais, d'un Juan Cruz Balia surtout à l'ouverture qui a mené ça incroyable. Il a brillé. Je crois que c'est coéquipier qui l'a comparé à Messi. Alors, il a quand même dit le Messi argentin, ce qui m'a fait rire. Rapport au fait que il est jeune encore. Mais ça m'a fait marrer. Philippe, toi, je voulais te poser la question sur Bordeaux qui gagne contre Clermont, mais on a l'impression que l'UBB là, ça tire un peu la langue, ça s'essouffle un peu, alors que il y avait quand même Jalibert, il y avait quand même Buros, il y avait quand même du beau monde dans cette composition. Il y avait Penaud également. De Porter, en effet. Merci Quentin. Est-ce que ça s'essouffle du côté de l'UBB, selon toi, Philippe? C'est difficile de tirer un constat comme ça sur un match parce qu'il fallait à tout prix quand même que l'ASM réagisse après la contre-performance à domicile contre Toulouse. Donc voilà, ils avaient besoin de se rassurer aussi sur leur vraie place.
Je crois que l'UBB est quand même beaucoup mieux armé que ces dernières saisons. On a vu régulièrement les saisons précédentes, l'UBB démarrer très fort et puis finir un peu en difficulté. Là, je crois que c'est trop tôt pour faire un bilan. Ils sont un peu passés à côté, mais cette équipe, elle a quand même gagné beaucoup en maturité. Les joueurs cadres seront au rendez-vous dans les gros matchs. Du coup, juste pour conclure, il nous reste un peu plus de 2 minutes. On va parler de la bonne période de Toulon qui passe devant l'UBB justement et qui est actuellement 2e du championnat. Johan, le RCT de Pierre Mignoni, c'est la bonne surprise actuellement en championnat. Ouais, c'est la bonne surprise des doublons, en tout cas. Parce que Johan, c'est en championnat. surprise des doublons. Et surtout, il travaille. Et attention À Toulon. à Toulon. Avec un Baptiste Serin encore magistral contre le Stade Français, une feinte de passe, une course sur 40 mètres et un extérieur du pied pour offrir un essai à son ailier. Le mot de la fin, on va le donner quand même à des gens qui sont invaincus cette saison. Je crois que c'est les castrés de Quentin Cavani. Cette saison, ça fait beaucoup. Cette année. Cette année, c'est quand même pas mal. Ouais, tout à fait. C'est quand même pas mal. Ça marche bien là, du côté de Castres. Ça marche bien, mais ça joue à se faire peur aussi à domicile. Là, à l'image de la rencontre qu'on a pu voir ce week-end, avec la première mi-temps compliquée de la part des Castrés, ça a été beaucoup mieux finalement, comme ce qu'on a l'habitude de voir désormais depuis quelques semaines avec le Castres Olympique en seconde période. Et donc le CO qui s'impose encore et qui s'installe petit à petit dans ce top 6 avec l'objectif d'y rester. On a eu Julien Dumora justement samedi dans l'émission Au cœur de la mêlée sur Sud Radio, et lui il a beaucoup d'espoir justement pour cette qualification. Ouais, et puis on a l'impression qu'un changement d'entraîneur, ça peut entraîner des bonnes choses. Ça a été le cas pour Castres au milieu de saison. Voilà, on est arrivé à la fin de l'heure, 20-21h. On a refait tout le tournoi destination. On a refait également tout le top 14. Merci, Johan Huget. Merci Philippe Fanguero et merci. Avec plaisir. Ils ont pas la politesse, tu sais, ils ont pas l'habitude qu'on les remercie. Moi je les remercie. Non, c'est pour ça. Nous on raccroche avec François, on raccroche. Ah non, moi je remercie. Moi je traite comme des malpropres. Ouais, non, je mets un peu les formes. Merci également Quentin Camanis à la réalisation. Très bonne soirée sur Sud Radio. Merci, tout de suite, vous retrouvez les clés d'une vie avec Jacques Pessis qui reçoit Marc Lavoine. Les vraies voix du rugby reviennent lundi prochain avec François Trio, même heure, même endroit. Et pas de remerciements pour Johan Huget et Philippe Fanguero du coup.